Bonsoir à tous, bienvenue dans Caraïbes. Merci de nous suivre pour cette nouvelle saison. Ce mois-ci, Caraïbes se penche sur l'enfance en Haïti. Premier thème, l'adoption internationale. Une pratique qui a connu un pic sans précédent après le séisme de 2010 et pas toujours dans l'intérêt et le bien-être des enfants. Nous en parlerons avec deux invités. Ils sont en direct depuis les États-Unis. Jamie Groen, tout d'abord, père adoptif de 4 enfants haïtiens et directeur d'une structure qui s'occupe de la petite enfance du côté du Cap haïtien. Invité également Patrick Camille, un spécialiste haïtien de ces questions d'adoption. Deuxième focus dans cette émission sur ceux que l'on appelle péjorativement en Haïti les cocorates. Ce sont les enfants des rues, des jeunes à la merci de tous les abus. Leur nombre ne cesse d'augmenter. C'est, nous le verrons, une véritable bombe à retardement pour Haïti. Mais tout d'abord, direction le Minnesota à la rencontre d'une famille américaine peu ordinaire. Une famille blanche qui, depuis le séisme de 2010, a adopté 4 enfants haïtiens. Ce sont aujourd'hui des adolescents. Ils ont accepté avec leurs parents adoptifs de parler de leur expérience, de leur questionnement, voire de leur traumatisme. Si le tremblement de terre a été une grande tragédie pour les enfants d'Haïti, l'évacuation à la va-vite des orphelinats et le déracinement souvent généré du mal-être, des dérives et des trafics en tout genre. Regardez ce reportage signé Olivier Canuti. Un véritable chaos règne sur Haïti. Nous sommes le 12 janvier 2010, dans l'après-midi, il est 16h53 et 10 secondes. L'un des plus graves séismes de l'histoire moderne vient de raser en grande partie la capitale, Port-au-Prince, et tuer plus de 250 000 personnes. Quelques longues secondes de fortes secousses qui allaient détruire tant les habitations, les infrastructures, que de nombreuses familles, laissant derrière elles des milliers d'orphelins. Selon l'UNICEF, plus de 20 000 enfants ont perdu leurs parents lors du séisme. Beaucoup ont été placés dans des orphelinats, certains ont eu la chance de retrouver une parenté, et d'autres ont suivi le long et difficile processus d'adoption avant de quitter Haïti pour partir vivre à l'étranger. Plus de 12 ans après, nous nous sommes intéressés à l'adoption. Nous avons surtout voulu savoir ce que sont devenus ces enfants. Comment ont-ils grandi? Comment se sont-ils adaptés à leurs nouveaux parents et à leur nouvelle vie, loin, bien loin d'Haïti? C'est à Wilmar, une petite ville dans l'État du Minnesota, que nous avons retrouvé la famille Groen, une famille vraiment pas comme les autres. Après avoir adopté 3 enfants, Alex, Mika et Lindy, Jamie et Jenny décident d'avoir leurs propres enfants biologiques, James et Jack, avant d'adopter leur 6e enfant, Angelina, un bébé en situation de handicap. Aujourd'hui, les 3 adolescents semblent épanouis et partagent avec nous leur histoire, même s'il leur est encore difficile de trouver les mots pour parler de leur quotidien d'enfants adoptés. Certaines personnes ici posent souvent les mêmes questions, car ils ne sont pas habitués à voir 4 enfants noirs avec des parents blancs. Ils sont souvent étonnés, alors nous leur expliquons. J'ai toujours su que j'étais haïtienne, que nous étions haïtiens. Même si au début je ne m'intéressais pas à mon passé, à ma culture et à mon pays. Mais avec le temps, j'ai grandi et je me suis rapprochée de mes origines et de la culture haïtienne. Mes parents prennent vraiment bien soin de moi. Ils sont toujours là, à mes côtés. Ils viennent à tous mes événements sportifs, quand ils le peuvent. Sinon, quand je rentre, ils me demandent comment les choses se sont passées. Nos parents sont toujours là quand nous avons des questions, des interrogations. Et ils nous répondent, ils nous écoutent. Ils sont toujours présents quand j'ai besoin d'eux. C'est dans les bureaux de son association, Children of the Promise, située à l'extérieur de la ville de Wilmar, que nous avons rencontré Jamie Groen, le père adoptif d'Alex, Mika et Lindy. Son épouse, Jenny et lui, étaient tous les deux en Haïti lors du séisme du 10 janvier 2010, venus sur place pour faire avancer les dossiers d'adoption de leurs futurs enfants. Ces quelques longues minutes, qui selon le futur papa, ont suffi pour ravager le pays et mettre à mal toutes ses administrations, ce qui a rendu extrêmement compliqué les processus d'adoption. Janvier 2010, je m'en souviens. Le tremblement de terre s'est produit à Port-au-Prince. Nous étions à l'époque à Cap haïtien, assis à l'étage dans notre appartement, au 2e étage.
Nous avons ressenti le tremblement. Nous avons senti la terre trembler. Nous n'avions pas paniqué, car nous avions déjà connu des tremblements de terre durant la période où nous habitions en Californie. Jenny et moi avions le sentiment qu'il s'était produit quelque chose. Ce n'est que plus tard dans la journée que nous avons commencé à entendre sur les radios du pays les premiers rapports venant de Port-au-Prince concernant les dégâts. Et dans les jours et les semaines qui ont suivi, nous avons fini par réaliser que nos plans d'adoption allaient certainement être impactés par cet événement. Tous les dossiers d'enfants ont été détruits. D'ailleurs, tout le processus d'adoption est sur support papier. Et là, tous les documents avaient pratiquement disparu. Ce sont des montagnes de dossiers sur des bureaux, dans des classeurs, et beaucoup d'entre eux ont été endommagés. D'ailleurs, si vous connaissez un peu l'administration en Haïti, tout le système est encore sous document papier. Tout, vraiment tout avait disparu. Des certificats de naissance, en passant par les archives qui touchent différentes juridictions, à cause de ces dossiers et fichiers complètement détruits. Et donc, la communauté internationale s'est réunie avec Haïti pour décider, pour agir. Qu'allions-nous faire de tous ces enfants qui sont déjà dans le processus et qui vivent entre-temps dans des orphelinats, des crèches et dans d'autres institutions? Qu'allons-nous faire de ces enfants? Et nous avons pris la décision de créer une voie appelée « Libération humanitaire conditionnelle », une voie légale permettant à ces enfants d'être libérés et envoyés vers leur destination finale et remis à leur famille d'adoption, dans les pays dans lesquels ils étaient destinés, pour clore leur processus d'adoption. « 12 ans après, quels sont leurs souvenirs ? Comment et quand ont-ils su que leur vie allait se tourner vers l'adoption ? Aujourd'hui installés dans leur ferme familiale, Jamie et Jenny Groen témoignent au sujet de ce long parcours. Les difficultés, les premières émotions, pas toujours facile de devenir parent, un sentiment fort, devenir maman et papa. On nous a demandé de nous occuper d'un bébé de 6 mois. Il était terriblement malade. Il ne pouvait pas être placé dans un foyer pour enfants car il devait être sous surveillance pratiquement 24 heures sur 24. C'était un survivant. Il refusait de s'alimenter. C'était vraiment un bébé vraiment malade. Aussi loin que je me rappelle, ce fut le premier enfant dont nous nous sommes occupés. À la longue, avec le temps, comme il vivait avec nous dans notre appartement en Haïti, je suppose que cela nous a rapprochés, mais pas au point de penser que cela allait ouvrir mon désir de devenir maman. D'ailleurs, à cette période, je n'étais pas encore prête à avoir des enfants. Je crois même que nous n'étions pas encore prêts à devenir parents. Et un jour, il s'est produit quelque chose. Ce bébé qui ne pleurait pas, qui ne mangeait pas et qui visiblement souffrait de malnutrition, mais dont je prenais soin, m'a souri. Ça m'a énormément émue. Et j'ai su à ce moment qu'un lien fort venait de naître. Et j'ai su au fond de moi que c'était mon bébé. Parcours d'autant plus atypique que Jamie et Jenny ont fait le choix de l'adoption avant même d'avoir leurs propres enfants biologiques. Choix que Clay et son épouse ont dû accepter pour devenir à leur tour des grands-parents d'enfants adoptés. Quand vous comprenez que vous allez devenir grand-père, que ces 3 bébés vont devenir vos petits-enfants, faire partie de la famille, cela fait quand même un petit choc. Je veux dire par là qu'il y a une différence quand votre fille donne naissance à ses enfants, qui de naissance sont vos petits-enfants. Vous savez qu'au début, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Se découvrir soi-même, découvrir sa nouvelle appartenance à un clan, à une famille, au-delà des origines, de la couleur de peau, bâtir un autre futur, favoriser l'unité, en y intégrant de nouvelles données comme faisant maintenant partie de leur ADN. Pour Jamie, c'est lors des funérailles de son grand-père que ses enfants ont pris conscience qu'ils venaient d'intégrer leur nouvelle famille. Ce jour-là, à la longue lignée européenne et blanche des Groen, venaient s'ajouter les premiers membres de la famille issue d'une île de la Caraïbe, Haïti. Vous savez, j'ai une histoire vraiment importante à vous raconter. C'était vraiment intéressant de mon point de vue. Ce fut un tournant pour certains de nos enfants et pour moi. Il y a plusieurs années, mon grand-père est décédé et nous étions à ses funérailles avec mes enfants.
Et il y a eu un moment où notre fille Mika était près de cette table à l'enterrement. Et il y avait toutes ces photos et ces livres de souvenirs concernant notre famille. Et Mika était là. Elle parcourait les pages et elle regardait chacune des photos. Et elle pointait du doigt chacune d'entre elles où elle se voyait. Ce sont les seuls enfants de la lignée Groen qui sont noirs. Mais elle était présente. Elle faisait partie de cette grande famille. Je pense que pour nos enfants, pour nous, c'est un grand moment de se dire « D'accord, nous en faisons partie ». Pour moi, c'était énorme. Ce moment de prise de conscience. Ok, il y a quelque chose qui change ici. Un changement qui impacte des générations et des générations de Groen, qui a toujours été composé de personnes blanches. Et ça change à partir de maintenant. Parce que mes enfants, une partie d'entre eux ne sont pas blancs. Et je pense que cela m'a vraiment touché. Cela nous a frappés en tant que famille, pour que nous puissions continuer à avancer dans ce sens. Et cela inclut nos enfants qui sont noirs et haïtiens, n'est-ce pas? Haïti fait partie de nous maintenant, n'est-ce pas? Cela fait partie de notre culture. En tant que famille, Haïti n'est pas seulement la nation d'origine de nos enfants. Pour Jenny, coiffer ses 3 filles fut un apprentissage étroitement lié à son rôle de maman. Apprendre les petits gestes du quotidien, de la mère haïtienne, qu'elle est devenue à sa façon elle-même au fil des années. Pour Jenny et ses filles, tresser les cheveux a sans nul doute contribué à tisser et solidifier des liens affectifs qu'elles ont dû façonner elles-mêmes, car privées du lien naturel qui devait lier une mère à son enfant de la conception à l'accouchement. Coiffer mes filles? J'ai demandé à certaines personnes de me montrer. Alors je me suis assise avec ces dames pendant qu'elles se coiffaient et j'ai appris. Elles m'ont surtout tout appris. À faire des tresses, des nattes, des extensions de cheveux. Mon amie Pauline m'a beaucoup aidée. Si pour la famille Groen, les choses semblent aller pour leur mieux, Rebecca Joseph, psychologue, spécialiste dans l'adoption d'enfants, installée dans le comté de Broward en Floride, nous explique que certains éléments peuvent rendre complexes les adoptions dites mixtes et qu'une adoption réussie s'appuie sur de bons mobiles. Je pense même que c'est probablement la combinaison la plus difficile de toutes les combinaisons d'adoption, celle d'une famille blanche qui adopte un enfant noir. Juste à cause du climat actuel et du pays dans lequel nous vivons, ainsi que plus largement dans le monde actuel, je ne crois vraiment pas que les enfants noirs seront les plus à l'aise dans une famille blanche, parce qu'ils sentiront sans doute la différence entre eux et leurs parents d'adoption, le regard des autres, les questions incessantes et les différences culturelles. Donc pour toutes ces raisons, entre autres choses, je crois qu'il s'agit de l'une des combinaisons les plus difficiles. Si un parent haïtien adoptait un enfant haïtien, ou si un noir américain, ou un originaire d'une île des Caraïbes comme la Martinique, Haïti, voire même un pays hispanique comme le Costa Rica, venait à adopter un enfant noir, certes, cela ne serait pas forcément évident. Comme toute adoption, elle serait facilitée par les éléments dont je viens de parler. 5 minutes. Une dizaine d'années après leur arrivée aux États-Unis, Alex, Mika et Lindy vivent leur intégration de façon normale en compagnie de leurs 2 frères, James et Jack, et de la petite dernière, Angelina, une vie rythmée par leur journée d'école, le sport et toutes les activités périscolaires. L'école, pas évident. Quand à l'âge de 3-4 ans, ils ont ensemble fait leur premier pas en milieu scolaire. Nous avons rencontré Madame Tracy Borstad, leur première maîtresse d'école. Elle se rappelle très bien de leur arrivée dans sa classe, essentiellement composée de petits enfants blancs. J'ai l'impression qu'à cet âge, ils commencent peut-être à voir et à ressentir certaines différences. Ce fut sans doute difficile pour des enfants comme Alex, Mika et Lindy, parce qu'ils ont pris conscience que leurs parents ne leur ressemblaient pas et qu'ils étaient également différents des autres enfants autour d'eux. C'est une réalité. Vous savez, nous vivons dans une petite communauté et notre école n'est pas très diverse. Elle est majoritairement composée d'enfants blancs. Ils étaient, je pense, à l'époque, les seuls de la classe à être de couleur. Mais même s'il y avait une différence, tout s'est bien passé. Nous, les enseignants,
Nous avons fait de notre mieux pour les intégrer à la communauté scolaire. Certains enfants avaient des questions sur la différence de couleur de peau, alors nous prenions le temps d'en parler en classe. Mais également, nous encourageons les parents aussi à en parler chez eux, à la maison. Nous leur disions que Dieu a fait chacun spécial, vous savez, à sa façon, et nous sommes tous ses enfants. Avec l'accord des parents de Micah, Alex et Lindy, nous avons exploré les différences entre les humains, la couleur de la peau, la différence de cheveux et de culture. Même chez les tout-petits, ils avaient des questions. Pourquoi votre peau? Pourquoi vos cheveux? Je me rappelle que certains enfants voulaient à tout prix toucher leurs cheveux. Mais nous évitions que cela se fasse, même si Micah et Lindy semblaient être d'accord avec cela. Vraiment, nous avons fait, je crois, de notre mieux pour les intégrer. Cela n'a pas toujours été facile, mais ils y sont parvenus sans grande difficulté. Par exemple, à aucun moment un enfant n'a dit que comme tu es différent, donc je ne veux pas m'asseoir à tes côtés. Bien au contraire, les 3 enfants se sont rapidement fait des camarades de classe. Vous savez, chez les petits, le sentiment de racisme n'existe pratiquement pas, et c'est une chance. Adoptées à l'âge de 15 mois, Lindy et Micah sont les filles aînées de la famille. Bien que vivant avec bonheur leur vie d'adolescente, entre musique et dessin, il leur arrive parfois de ressentir le manque de leur famille biologique et de devoir affronter les difficultés liées à leur adoption seules. Un sentiment qu'elles ne cachent pas et que partage leur grand-père Clay, qui reconnaît que l'adoption n'a rien de facile pour les enfants et pour les parents, même quand tout semble aller pour le mieux. Facile, non. Je pense que cela n'a pas été facile pour eux. Je crois que c'est une chose très difficile à vivre pour un enfant, de ne pas être avec sa mère biologique et de devoir essayer de renouer des liens avec une autre personne. Vous savez, ce lien particulier naturel, qui naît naturellement à la naissance, n'est pas facile à recréer, quand bien même on y met tout son cœur. D'ailleurs, les enfants, même s'ils sont si petits, ils ne le savent pas, mais ce lien existe bel et bien entre eux et leurs parents biologiques. Comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ce n'est pas une pensée consciente pour un bébé de 6 mois ou plus de savoir s'il est élevé par quelqu'un d'autre ou non, mais pourtant c'est inconsciemment enfoui dans son esprit. C'est ce que je crois profondément, et parfois ce sentiment peut compliquer l'adoption et le temps d'adaptation. Parfois, il m'arrive de regretter d'avoir été adoptée parce que je ne peux pas être plus proche de ma famille biologique et je me demande parfois comment ma vie aurait pu être avec eux. Mais je sais aussi qu'être avec Jamie et Jenny, mes parents, c'est le meilleur choix pour moi. Grâce à l'adoption, je peux avoir cette vie-là et je suis heureuse. Malheureusement, il y a toujours le revers de la médaille en de telles circonstances. Suite au tremblement de terre de 2010, certaines personnes ont vu l'opportunité de faire de l'argent en s'emparant d'enfants. Ils ont abusé de la faiblesse du système de protection des enfants en Haïti, ont ainsi, par le biais de la corruption, profité de leur vulnérabilité en tirant profit de la misère des familles, leur proposant de l'argent pour leur arracher leurs enfants en bas âge. Le chaos inhérent au séisme a favorisé le trafic d'enfants. Comme vous le savez, nous avons travaillé en Haïti, avant et après le tremblement de terre. Mais lorsque nous étions là-bas, nous avons vu les failles du système liées à l'adoption internationale et aux enfants vulnérables. Malheureusement, il y a des gens qui arrivent en Haïti avec de mauvaises intentions, et puis d'autres qui s'impliquent peut-être avec de bonnes intentions, mais avec une mauvaise approche et une mauvaise préparation. C'est un sujet sensible et difficile, je le sais, mais il faut en parler. Vous savez, après le tremblement de terre, en particulier pendant cette période de chaos, des personnes ont vu l'opportunité pour venir sur place et profiter. Des Américains et des ressortissants d'autres pays ont essayé de prendre des enfants sans passer par les canaux appropriés. Et tristement, ils ont reçu le soutien de certains Haïtiens qui travaillaient avec eux, car eux aussi voulaient tirer profit des bénéfices que ce trafic générait à l'époque. C'est ce qui s'est trop souvent produit après le tremblement de terre. Personnellement, nous nous sentions bénis que notre histoire soit jusqu'à présent positive, mais nous avons aussi le cœur brisé en sachant que ce n'est pas le cas pour tous les enfants adoptés d'Haïti.
Pour le réalisateur et professeur à l'université de Miami-Dade, Yonathan Desouvré et son ONG dénoncent à travers son court-métrage la tradition des restes avec dans certaines familles aisées haïtiennes, mais il pointe également du doigt la passivité des autorités en Haïti, sans omettre de parler aussi de ce qu'il appelle les faux orphelinats, ces établissements qui servent de base arrière à un affreux trafic d'enfants dans le pays. On peut parler de cette religieuse qui avait un orphelinat en Haïti. Elle y invitait les hommes à venir profiter des jeunes femmes et des jeunes filles qui étaient là sous sa responsabilité. Donc, nous devons parler et dénoncer ces faux orphelinats. Comme disait mon grand-père, coupe ça sec, coupe directement à partir de la racine. Vous savez, enlevez ces personnes méchantes pour qu'elles ne soient plus là et mettez-les en prison. Nous devons sauver ces enfants parce que les enfants sont de la nouvelle génération. Nous avons le devoir d'identifier ceux qui organisent ce genre de réseau. Premièrement, découvrir leurs ressources. Qui sont ceux qui les aident? Comment obtiennent-ils des financements, n'est-ce pas? Deuxièmement, comment obtiennent-ils les autorisations pour construire leur orphelinat? Comment obtiennent-ils les permis et les autorisations pour travailler légalement, entre guillemets? Comment font-ils? Ce sont des vautours qui profitent et se nourrissent autour de la pauvreté. C'est une chose invraisemblable, non? Ils achètent les enfants aux parents qui semblent ne pas pouvoir s'en occuper. C'est souvent difficile pour ces parents pauvres, car ils ont déjà d'autres enfants dont ils doivent s'occuper. Alors ils achètent ces petits-enfants, ils les prennent et les vendent aux plus offrants. C'est dégueulasse, tu sais. C'est la servitude domestique, l'esclavage moderne. Ces jeunes filles sont adoptées pour nettoyer la maison de leurs parents, de leurs maîtres. Elles viennent s'occuper de leurs enfants. Des enfants qui s'occupent d'enfants. C'est ridicule, n'est-ce pas? Certaines personnes dont nous avons parlé sont venues profiter du séisme de 2010. D'autres sont venus après le séisme des Cailles. C'est arrivé l'année dernière. Ils reviennent voler comme des vautours pour se nourrir de la vie et des âmes du peuple haïtien et d'autres nations des Caraïbes en toute impunité. Il faut que cela s'arrête. C'est la triste réalité de cette jeune fille que nous avons rencontrée. Pour garder son anonymat, nous l'appellerons Sophia et nous avons également choisi de filmer une comédienne qui lira son témoignage. Son adoption fut un véritable échec, un cauchemar selon ses mots. Passant de foyer en foyer, de centre d'accueil en famille d'adoption, dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, mère adolescente, il lui est difficile de parler à d'autres de cette vie passée, mais pas si lointaine. Ma vie, mon parcours est semblable à un long voyage en enfer. Même si au début, il m'a parfois semblé que je pouvais avoir le droit d'être heureuse comme toutes les petites filles de mon âge. Aussi loin que je puisse me souvenir, je suis passée par des foyers pour enfants en attendant que l'on m'adopte. Ensuite, je suis allée de famille d'adoption en famille d'adoption. Quand tu es un enfant qui vient des circuits de l'adoption, tu es super méfiant, tu t'interdis d'aimer et parfois tu refuses d'être aimé parce que tu as peur. Je sais que certaines adoptions se passent bien, mais dans mon cas, c'était loin d'être le cas. À l'âge de 4 ans, j'ai connu ma deuxième famille. Je les voyais comme une chance pour moi d'avoir de vrais parents. Je crois même que j'étais contente à l'époque. J'allais à l'école, comme tout le monde. Je crois même que j'y prenais du plaisir. Mais au début de mon adolescence, les choses ont totalement changé. La dame et le monsieur me considéraient comme un objet que l'on utilise. Je crois que j'étais comme une petite esclave à leurs yeux. Alors j'ai fugué à plusieurs reprises. J'étais mal dans ma peau. J'étais en colère contre le système qui m'avait placé dans cette famille. Et puis un jour, j'ai eu un petit ami, vers l'âge de 15 ans je crois. Et j'ai eu un bébé. Encore une erreur dans mon jeune parcours chaotique. Alors, ils m'ont renvoyé vers d'autres institutions et ils ont essayé de m'arracher mon bébé. J'étais totalement perdue. J'ai de nouveau fui et j'étais seule. J'avais le sentiment que personne ne voulait de moi. Durant cette période, j'ai alors eu des relations sexuelles avec des hommes bien plus grands que moi. Et je vivais dans mon propre cauchemar. Mais aujourd'hui, grâce à toute l'aide et le soutien que je reçois, avec entre autres ma psychologue, j'apprends à me reconstruire. Je veux devenir une femme et une maman s'il n'est pas trop tard.
même si je suis toujours en colère. Le 2 mars 2011, la République d'Haïti a signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, un pas énorme dans la régulation et le contrôle des adoptions. Une bonne chose pour la famille Gruen, car malheureusement, certains enfants continuent à passer à travers les mailles du filet et deviennent les proies faciles des trafiquants. Aujourd'hui, la protection de l'enfance doit concerner tous les enfants. Cela doit concerner tout le monde. Et si cela signifie que les lois, les réglementations et les restrictions rendent le processus d'adoption difficile pour nous, en tant que parents adoptifs, nous devons nous y plier. Et c'est difficile à dire parce que nous avons pu ramener nos enfants à la maison quand ils étaient encore très petits. Et cela a été une très bonne chose pour nous tous. C'est tellement important que les choses se fassent de la meilleure façon. Malheureusement, dans certains cas, le processus n'a pas été bien fait. Soit parce que les parents n'étaient pas prêts à recevoir les enfants, ou qu'ils n'ont pas pris le temps nécessaire à la réflexion pour l'adoption. Ils n'ont pas compris la gravité de la situation. Beaucoup d'enfants doivent alors passer de maison à maison, de famille d'accueil en famille d'accueil, d'orphelinat en orphelinat, de crèche en crèche. Il faut aussi se rappeler que l'adoption revient à apporter chez vous un enfant qui a eu parfois beaucoup de traumatismes. Et en tant que parent, il faut vous attendre à être testé par l'enfant. Et vous devez être prêt à cela. Et malheureusement, nombreux d'entre eux ne le sont pas. Certains parents n'ont parfois pas le niveau d'engagement ou n'ont pas la préparation nécessaire pour devenir une famille d'adoption et mener à bien ce grand projet vers le succès. Il arrive trop souvent que des gens rendent des enfants après les avoir adoptés. Après les années, les enfants deviennent des adolescents et les premiers ennuis arrivent. Par exemple, être suspendus ou renvoyés temporairement de l'école, et ils appellent les services sociaux disant qu'ils ne veulent plus de l'enfant. Mais si c'était leur vrai enfant, pensez-vous qu'ils auraient pu le rendre? Si les parents ne comprennent pas que lors d'une adoption, l'enfant devient le leur, et tout ce qui touche à cet enfant sera sous la responsabilité des adoptants, si vous n'admettez pas cela dès le début des démarches, c'est garanti, cette aventure sera un échec. Pour Alex, Mika et Lindy et leurs 3 frères et sœurs, la vie leur a souri. Aujourd'hui, ils se sentent en sécurité, aimés par leurs parents. Ils prennent le temps, apprécient l'instant présent, les moments de détente en famille, bien loin des troubles qu'ils auraient sans doute vécus s'ils étaient restés en Haïti après le tremblement de terre de 2010. Comme de nombreux adolescents, ils se posent beaucoup de questions, recherchent des réponses sur leur passé pour mieux construire leur présent. Et c'est en compagnie de Jamie et Jenny, leurs parents, qu'ils trouvent ensemble les solutions pour bâtir leur futur en commun. Faire de leurs différences visibles un avantage pour grandir, car malgré les difficultés, ils sont surtout une famille. Pour aller plus loin, en retrouvant en direct des États-Unis nos 2 invités. Patrick Camille, tout d'abord, bonsoir. Vous travaillez sur la protection de l'enfance en Haïti. Vous avez notamment mené plusieurs enquêtes sur les orphelinats haïtiens. Nous retrouvons également Jamie Gruen. Bonsoir à vous. Nous venons de découvrir votre famille. Vous vivez à Wilmar, cette ville de 20 000 habitants dans le Minnesota, et vous dirigez Children of a Promise, une organisation à but non lucratif. Jamie Gruen, vous êtes donc le père de 6 enfants, dont 4 adoptés en Haïti. Qu'est-ce qui vous a poussé, votre femme et vous, à adopter des enfants dans ce pays? Merci de m'avoir invité. Donc, mon épouse et moi-même, comme vous l'avez dit, nous venons du Minnesota et l'organisation dont nous faisons partie actuellement a reçu des financements de ce groupe de personnes qui sont liées à Haïti. Donc, nous avons effectué des voyages, d'abord en Haïti, et nous y avons déménagé en 2009-2010. Et c'est cela qui nous a motivés pour cette adoption. Et nous continuons notre travail avec Haïti. En préparant cette émission, vous m'avez confié que vous êtes protestant. Quel rôle joue votre foi dans cette démarche?
Comme vous l'avez mentionné, nous sommes chrétiens, protestants, et cela a motivé notre foi pour servir les personnes dans le besoin et les orphelins. Et cela fait partie de notre travail, de notre vie. Donc, pouvoir servir ceux qui sont dans le besoin. Et ça a été une grande motivation pour déménager en Haïti. Vous avez choisi donc d'adopter des enfants en Haïti avec des enfants blancs. La combinaison parents blancs, enfants noirs, c'est une combinaison qui est, paraît-il, l'une des plus difficiles. C'est ce qu'on a entendu dans le reportage. Comment vous vivez cette situation? Est-ce que vous avez bénéficié d'une aide en particulier? Oui, tout à fait. C'est une expérience difficile en tant que famille. Parce que on peut voir que c'est une adoption puisque nous ne sommes pas de la même couleur, ma femme et moi, par rapport à nos enfants. Mais nous avons entendu d'autres expériences parce que ma femme a des frères et sœurs adoptés. Et donc, nous avons effectué des recherches, essayé de comprendre comment, en tant que parents, nous pouvions gérer le problème. Mais même si nous vivons dans une communauté blanche dans le Minnesota, nous sommes en proximité avec une grande diversité de personnes, en particulier des personnes de couleur et des Haïtiens qui représentent une grande part de leur identité et leur identité d'enfants adoptés et de notre identité en tant que famille. Donc, nous essayons de rester en lien avec Haïti pour nos enfants. Nous sommes en lien avec d'autres adultes haïtiens et personnes de couleur et afin de soutenir le développement de leur identité. Et nous continuons à discuter avec nos enfants, comment ils se sentent quand il y a des choses difficiles, des défis. Vous parlez de défis, justement, dans le reportage, une de vos filles dit qu'elle a parfois regretté l'adoption. Une partie de sa famille biologique vit en Haïti. Comment vous gardez le lien avec Haïti et avec les proches de vos enfants? Eh bien, c'est un sentiment pour nous en tant que parents. Nous avons ressenti le besoin d'adopter et ce que nous faisons, parce que beaucoup de ces enfants sont restés avec leurs parents biologiques, et nous essayons de garder le lien avec leur passé biologique. Je mentionne leur identité en Haïti, et nous, même s'ils ne les voient pas tout le temps, mais nous restons en lien par des photos, et nous avons fait le voyage en Haïti pour qu'ils puissent rencontrer leur famille biologique, et nous essayons de garder le lien. Et une autre manière également, c'est par mon travail au sein de l'association Children of Promise également, de façon à ce que ces situations terribles n'arrivent plus. Et c'est un processus pour moi de regarder en arrière avec mes enfants, et cela permet également d'aller de l'avant et d'éviter ces situations à l'avenir. Vous avez également choisi d'adopter une enfant handicapée. Pourquoi est-ce important pour vous d'être allé au bout de cette démarche-là également? Nous avons été motivés pour adopter cet enfant parce que elle était dans un hôpital, elle avait été abandonnée dans un hôpital local, et pour nous c'était important d'avoir un enfant avec des besoins spécifiques, des besoins spéciaux. Ça fait partie de notre travail, mais ça a été également une grande bénédiction. Ça permet de voir le monde à travers une perspective différente et d'un différent point de vue. Et mon travail en Haïti, le fait que nous puissions soutenir ces enfants avec des besoins spéciaux, c'est une grande joie, parce que nous avons pu profiter de cet enfant et de l'élever. Alors, vos enfants sont en sécurité aux États-Unis aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de tous les enfants en Haïti, notamment ceux placés en orphelinat. Je me tourne vers vous, Patrick Camille. Une majorité des enfants, selon l'UNICEF, une majorité d'enfants placés ne sont pas orphelins. 80% ont un parent vivant en Haïti. Est-ce que c'est une conclusion que vous avez également trouvée en menant une enquête en Haïti? Plus de 80% des enfants qui sont dans les orphelinats ne sont pas des orphelins.
ce sont des enfants qui viennent des familles qui sont en difficulté, des familles qui sont sous le poids de la misère, sous le poids de la pauvreté, et qui malheureusement vont entrer dans un cercle vicieux de donner leurs enfants. Quand je dis donner leurs enfants, soit placer les enfants dans des orphelinats, soit donner les enfants dans une famille d'accueil qui deviendront malheureusement des enfants en domesticité ou qui seront donnés en adoption plus tard. Malheureusement, nous n'avons pas toujours des familles comme celle de M. Gouin pour accueillir les enfants, car ces trois phénomènes sont des phénomènes distincts, mais qui ont une connexité avec la traite des personnes. Oui, justement, vous parlez de traite des personnes, ça veut dire que c'est un business aujourd'hui de gérer un orphelinat pour certaines personnes en Haïti? Au fait, à l'origine, les orphelinats étaient des structures de protection de l'enfant, comme l'adoption est une mesure de protection de l'enfant. Cependant, depuis certaines années, particulièrement depuis le tremblement de terre, il y a l'arrivée d'un ensemble d'orphelinats dont les propriétaires ou les dirigeants sont des gens qui s'enrichissent aux dépens des enfants. C'est pour ça que l'Institut du bien-être social et de recherche, qui est l'institution de l'État chargée de la protection de l'enfant, avait conduit une première recherche en 2012 et cela a été réitéré entre 2016 et 2018. Et sur 754 orphelinats qui ont été recensés, qui ont fait l'objet de cette enquête, seulement 35 répondaient aux critères pour avoir un orphelinat. 139 étaient classés en jaune, c'est-à-dire qui méritaient d'être améliorés, et on avait 398 qui étaient en rouge, c'est-à-dire qui ne répondaient pas du tout aux critères. Et parmi ces 398, il y avait des orphelinats dans lesquels il y avait des abus. Donc oui, nous considérons certains orphelinats comme des lieux d'exploitation, comme des lieux où se pratique la traite des personnes, dans la mesure où entre 70 à 100 millions de dollars sont dépensés en Haïti pour un tiers des orphelinats, selon une étude que l'UMOS avait conduite en 2017-2018. Seulement un tiers bénéficie de entre 70 à 100 millions de dollars américains par année. Donc pourquoi ne pas aider les familles de préférence au lieu d'utiliser des structures qui prennent les enfants, les maintiennent dans un espace fermé où ils ne se développent pas réellement et s'enrichissent aux dépens de ces personnes. Malheureusement, c'est le cas de la grande majorité des orphelinats. Je ne dis pas que tous les orphelinats sont dans cette catégorie, mais la grande majorité en est. Patrick Camille, quand vous parlez d'abus, de quoi on parle concrètement? Dans le rapport de l'Institut du bien-être social par rapport à l'enquête EDOS, ils avaient identifié au moins 3 orphelinats où il y avait des abus sexuels. Nous, au cours des années 2020-2021, on avait travaillé sur certains orphelinats se trouvant à la Croix-des-Bouquets, où certains enfants étaient envoyés dans les rues pour mendier alors qu'ils étaient censés être sous la protection de ces personnes. Le chiffre que j'ai avancé tout à l'heure, qui vient de l'étude de l'UMOS, est une forme d'exploitation. Comment recueillir toutes ces sommes alors que les enfants continuent de vivre dans la misère, alors que les parents continuent de vivre dans la misère? Donc, le travail, l'abus sexuel, donc on retrouve ça dans certaines orphelinats. Alors, Jamie Groen, je me tourne vers vous. Vous dirigez une structure qui accueille des enfants. Il y a une crèche, il y a une école, entre autres. Quelles actions vous menez aujourd'hui pour que les enfants, au maximum, restent en Haïti? En tant qu'organisation, donc Children of the Promise, depuis ses 22 ans d'existence, Children of the Promise a réalisé que les orphelinats ne sont pas une solution pour ces enfants. Il leur faut un endroit adapté pour être élevés et
l'existence de notre premier but est de soutenir les enfants dans leur famille biologique. Donc, si nous pouvons identifier ces familles biologiques, donc notre but est de pouvoir les soutenir et renforcer leurs liens. Et deuxièmement, notre but est de soutenir et d'aider les enfants à rester dans des familles dans leur pays. Combien ça coûte si on est une famille, un couple, on veut adopter un enfant en Haïti, combien ça coûte? Donc, le coût de l'adoption internationale a continué à augmenter au cours des années. Cela vient des procédures dans les pays. Par exemple, en Amérique, il y a beaucoup plus de régulation, de réglementation. Donc, le coût continue d'augmenter. Actuellement, pour une famille américaine, c'est environ $25 000, et cela va jusqu'à 45 000 pour le processus d'adoption. Et c'est incroyablement cher et nous continuons à penser que si nous pouvons investir cet argent dans les programmes d'Haïti, ce serait l'idéal. Patrick Camille, c'est également un coût que vous avez trouvé dans vos études? Au fait, je trouve que c'est très cher, que c'est très très cher. Comparé à ce qui est prévu par les lois et les règlements. Et il faut dire qu'avant la loi de 2013, donc, il suffisait de contacter un cabinet d'avocats qui conduisait la procédure et qui allait dans les institutions étatiques uniquement pour prendre des signatures, pour prendre des autorisations. Mais comprenez aussi que cela permettait n'importe quelle sorte d'abus sur les enfants, y compris l'adoption des enfants sans le consentement de leurs parents. Donc, la loi de 2013 qui essaie de mettre Haïti au pas avec la Convention sur la protection internationale et la coopération en matière d'adoption, a essayé de mettre en place des structures pour protéger beaucoup plus les enfants. Quand les enfants sont adoptés à partir d'une crèche, les crèches, qui sont en quelque sorte des orphelinats pour les enfants de 0 à 6 ans, les crèches réclame une sorte de compensation pour l'enfant qui a été hébergé, nourri, éduqué pendant un certain temps. Et ça coûte. Ça va de $5 000 à plus, de $5 000 américains à plus, et jusqu'à $7 000. Et c'est un coût énorme. C'est un coût énorme, j'estime. C'est quelque chose que nous dénonçons aussi. Car si vous aviez un enfant sous votre protection et que vous aviez déjà reçu des fonds d'organismes étrangers, pourquoi réclamer encore des adoptants une somme aussi forte alors que l'enfant a besoin de protection, l'enfant a besoin d'une famille pour sa protection? Il y a aussi les coûts pour la phase judiciaire. Donc, pour payer un avocat pour la phase judiciaire, on va donner l'authentification. Et il y a les frais qu'il faut verser aussi à l'Institut juvénile et de recherche. Selon les dernières estimations dans mes discussions avec mes collègues de l'Institut juvénile et de recherche, cela devrait coûter au maximum $13 000. Au maximum $13 000 entre les coûts qui sont faits aux États-Unis ou dans n'importe quel autre pays par le biais des OAA, les organismes agréés d'adoption, et les dépenses qui sont faites en Haïti, cela ne devrait pas dépasser $13 000. Et même là encore, ce serait très cher. Car si on voyait de préférence l'enfant qui a besoin de protection, ces coûts devraient être, enfin, ça devrait être gratuit. Ça devrait être gratuit. Mais ça coûte environ $13 000. Mais 25 à 45 000 $, moi je me demande où est passé cet argent et qui reçoit cet argent, qui bénéficie de tout ça. On va rester sur cette question. Merci beaucoup, Jimmy Groen et Patrick Camille, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Karine Vinant qui a assuré la traduction. Restons en Haïti pour parler d'une autre tranche d'âge, les 6-18 ans livrés à eux-mêmes et abandonnés à la rue. Des enfants qui se démènent pour survivre entre mendicité et petit boulot. Leur nombre n'a cessé d'augmenter depuis le séisme de 2010, un phénomène dont les autorités n'ont pas pris toute la mesure. La situation a empiré faute d'assistance. Ces enfants des rues sont devenus une proie facile pour les gangs qui les recrutent comme informateurs, voire comme soldats. Nous vous proposons de revoir ce reportage tourné il y a 8 ans dans les rues de Port-au-Prince.
machine si, dans la rue à manger, dans la rue à dormir, dans la rue à bain, dans la rue à faire tout bagage net. La pauvreté, c'est le même qui produit enfant d'elle, ça c'est sûr. Donc le revient dans la rue, de toute évidence, au monde qui est pauvre, les bagages toi. Oui, ce sont pratiquement mes enfants parce que je suis là avec eux comme une maman, je surveille, je les aime. Pour tous ces jeunes, la rue est devenue leur territoire, leur lieu de travail, leur domicile. Pour bon nombre d'entre eux, les artères poussiéreuses de Port-au-Prince deviennent leur quotidien dès l'âge de 8 ans. La soubaille de l'école, soubaille de l'éducation. On va regarder nous même. On va regarder ça vers nous parce que c'est comme ça. Sur le chemin de la délinquance et de l'abus, leurs seuls moyens de subsistance sont les vols, les petits trafics ou pour certains les petits larcins, quand d'autres s'occupent du nettoyage de voitures, forçant leurs occupants à l'accepter par dépit. Gagner les quelques gourdes, la monnaie haïtienne, qui suffiront à peine à couvrir leurs maigres besoins journaliers. Dans la ria, maman là, papa là, ça veut dire pas qu'à aider, c'est moi qui aider. Bon, ça fait mon point dans la ria. Parce que même chèque, yo même qui fait mon, yo pas qu'à maman. L'aime bon, l'aime ça me prend la ria, ça veut dire qu'à aider tout. Parce que yo fait mon, c'est pour m'aider aider. Depuis qui dans la ria? Dans la ria depuis 2008. Contre ce mal qui gangrène la société haïtienne, les gouvernements successifs semblent désarmés. L'une des grandes solutions utilisées depuis 2003 est la création de la BPM, la Brigade de protection des mineurs. Une brigade qui, le reconnaît, a bien du mal, par manque d'effectifs, à réguler et à endiguer le flot toujours plus important de jeunes qui envahissent les rues de la capitale. Non. Ils mourent et tout? Oui. Frère ma sœur yo mouri tout mouri dans goudou et seulement bon Dieu bail la vie m'était on l'aime fin faire cobla manger mais ginde l'autre nèg qui qu'on habite bat moi on yo prend cobla non même fini l'aime pas bail qu'on a l'aime abdormi femme da gen 3 shorts sur moi puis pas faire massi avec moi on a femme d'abord pour pas battre moi. Danger, yo face avec tout danger ou connaît, tout danger potentiel. Parce que eux-mêmes c'est victime potentielle. Depuis on là c'est victime potentielle. Entre eux on a piqué l'autre. Entre eux on a blessé l'autre. Il y a un danger encore tout c'est que c'est dans la rue a fonctionné. Machine a circulé frapper souvent. Avant l'homme était commettre une infraction, il était qu'à battre pour le information, il était qu'à maltraiter. Parce que nous-mêmes, nous prenons le côté inverse, nous bien traiter les gens pour que les gens nous mettent la confiance. Parce que lui-même, ça qui fait commettre une infraction, c'est parce que le victime de l'influence que la société a envahie. Viol, meurtre, victimes de chauffards, tel est le quotidien de ces enfants livrés à eux-mêmes dans cette jungle urbaine. La population port-au-princienne a pris conscience de sa propre misère humaine. Épaulée par les nouvelles institutions mises en place par le gouvernement Lamotte, certains habitants donnent de leur personne, de leur temps, voire même de leur argent, pour aider cette jeunesse en mal de repère dans une Haïti pauvre, mais pourtant sur la voie du développement. Haïti, c'est un pays misérieux. Nous sommes conscients, nous faut qu'il y ait misère. C'est ça qui fait que nous n'avons pas choisi de faire ces réactions. Nous choisissons de mettre tête nous en place. Ces vieux bouts de toile là qui nous manger, qui ont aidé nous, qui ont payé l'école pour petit nous aussi. C'est lui-même nous qui aimons. Nous dans la rue, même si nous dans la rue, mais c'est pas. Nous disons ça.
Son circonstance qui fait nous là. Et si nous sommes capables de faire mauvais actes chaque jour là. Et c'est ça que je remets avec nous chaque jour là. Et moi-même, je prends ça à cœur. Parce que les moi dans la rue, parce que moi-même, dans la rue, tout. Difficile d'avancer un chiffre précis du nombre d'enfants vivant aujourd'hui dans les rues. Malgré les efforts entamés, il y aurait aujourd'hui entre 4 000 et 5 000 enfants dans les rues de Port-au-Prince. Malgré ce que le gouvernement fait, il fait centre d'accueil et tout, parce que bon centre d'accueil et tout prend dans Delmatoire, mais il pas suffit, il n'est pas essentiel pour eux. Puis il faut dire effectivement ils sont originaires de villes de province. Parce que c'est dans venir chercher la vie ici que ils ont quitté famille qui accueille mais qui n'est pas bien traité. De toute évidence, condition c'est la même, famille nécessiteuse. Une population qui s'appauvrit, des provinces et des campagnes loin de la relance économique que connaît la métropole urbaine haïtienne. Un taux de chômage en augmentation, le renoncement des parents, une éducation en berne. Voilà quelques-uns des facteurs qui favorisent ce flux migratoire. Pour comprendre les raisons qui poussent cette jeunesse sans expérience à fuir leur foyer, nous nous sommes rendus à 60 km de Port-au-Prince, dans la région de Grand Goâve, pour rencontrer des jeunes qui sans doute commencent à se rendre compte que l'herbe n'est finalement pas plus verte ailleurs. Je pense que vous pouvez joindre la vie meilleure pour tout le monde, c'est tout mentir. Vous comprenez? Les arrivés, c'est échec. Moi-même, je ne peux pas quitter le pays pour ma vie parce que déjà, je ne peux pas gagner là-dedans. Je ne peux pas gagner un métier. Vous connaissez depuis avant que vous veniez, vous avez prendre pour le travail. Vous ne pouvez pas sentir fatigué, puis vous regardez tout le texte, pas de c'est ça. Diaper, plein de bagages saletés. Bon, je vais vivre là, mais c'était un bon lait, voilà, mais c'est bien. Pendant ce temps, le travail sur le terrain de la BPM continue. N'ayant aucune influence sur les personnes devenues majeures, il tente, par la manière douce et le dialogue, de sortir les mineurs de cette impasse, en les orientant vers l'Institut du bien-être social et de la recherche, deuxième étape, leur ouvrant les portes des centres d'accueil. Ça qui passe là. Bon, ah, Vimbalo, non, ok. Qui la joue? 15 ans? Pour qui ça, ou pas là dans ce centre? Vous ne pouvez pas arrêter sans comme? Parce que vous avez des gens pour aider. Nous ne pas seulement parler avec eux, nous descendons dans la brigade là, nous comprendre, nous parlons avec eux tout. Et il y a les centres là, et finalement nous gagnons confiance. 24 là? Vimbalo. Et grand pile nèg qui était là. Ouais, qu'on est actuellement là, il est après nous bail, c'est vrai. Notre petit là, il sauve nous faire on va nous tout faire on la gueule ta frère papa. On va venir n'attend nous. Oui. Demain si je vais à 8h on met venir. Vous entendez? Demain à 8h. Monsieur Boïsia là. Monsieur Boïsia? C'est pas Boïsia même si on est là. Monsieur Negla il dit nous ça. Demain n'attend. OK, nous OK. OK. Un petit monde qui est vraiment en difficulté, qui a un gros problème, c'est-à-dire que il n'y a pas de dans la rue encore. Parce que qui petit de monsieur au bateau, c'est-à-dire que les au bateau comme ça, ils disent pas pour être dans la rue en fond de un côté pour mettre. Une fois la porte de l'Institut du bien-être social et de la recherche franchie, les enfants sont orientés vers les différents foyers. Le centre d'accueil L'Acaille ou bien l'ouverture de nouveaux centres comme celui de Delma 3 s'impose comme le troisième maillon de cette chaîne de protection des enfants mise en place par les instances publiques. Solution que rejettent quelques jeunes, parfois victimes de pratiques obscures ayant cours dans certains établissements. Ça veut dire là moi-même, l'aime la donne. Ah. Manger, vous avez bon manger, man. Ça veut dire, ça au bas, man. Bon. Il va pas faire vous. Ah, c'est pas mal manger. Nous avons trop petits monde, ça les mal nourris, mal manger, mal boire. Pourquoi ça?
Il y a un mauvais esprit même. Un mauvais esprit? T'as pour qui ça? Mauvais esprit, j'ai fait la faisant. Est-ce qu'on a esprit? On a l'idée. Ça a déjà. Et si nous avons une famille, nous avons cherché la famille et nous remettons dans la famille. Mais pour ça, pas de famille, il va passer en tant que l'homme dans le centre et. Top! Exploitation sexuelle sous Timon. Vous voyez? C'est très significatif. Nombreux sont les gens qui s'amusent à exploiter les enfants, les jeunes filles plus particulièrement. Mais nous autres, nous faisons un travail de dissuasion, bien sûr, avec la BPM et le parquet de Port-au-Prince. Défendant son bilan du centre d'accueil L'Acaille, Huguette Saint-Fleur, directrice exécutive de cet établissement, agit en faveur des enfants depuis plus de 15 ans. Pour cette directrice, ces enfants sont des pépites dont il faut retirer les impuretés, afin qu'ils deviennent les hommes et les femmes de demain sur lesquels Haïti pourra compter. Mais tout ceci passe par de nouvelles méthodes d'encadrement, une formation adaptée et adéquate aux besoins du pays. C'est à l'Acaille foyer que l'enfant doit aller, s'engager à aller à l'école, à avoir un métier et à participer dans un groupe parascolaire parce qu'on doit les aider, les encadrer pour qu'ils puissent. Ils perdent tellement d'années dans leur vie sans aller à l'école, alors on doit les aider à avancer pour qu'ils puissent vraiment arriver à être autonomes et puis à vivre, à voler de leurs propres ailes. Selon le rapport de l'UNICEF, plus de la moitié de la population en Haïti est âgée de moins de 21 ans et environ 30% de 15 à 25 ans. Cette jeunesse représente à la fois une force considérable pour le développement du pays et un groupe vulnérable face au dysfonctionnement du service social et économique d'Haïti. Merci d'avoir suivi ce focus sur l'enfance en Haïti. Le mois prochain, vous retrouverez Kelly Babo. Belle soirée sur Martinique la Première.